J'ai formulé le sujet en forme de question parce qu'en parlant des objets connectés, moi souvent j'aime parler aussi des données. J'utilise toujours 3 photos pour me présenter un peu, qui correspondent tout simplement à l'année où je suis né, à l'année où apparaissait le premier cristaux liquide, le premier cristal liquide, le premier écran à cristaux liquide, pardon, le premier chipset d'Intel ou le premier email. D'un seul coup, j'ai l'air très très vieux. Voilà, je vous donne pas l'année de toute façon. Le millésime, c'est uniquement en private message. Et cette année-là, un téléphone et un ordinateur, ça ressemblait à ça. Donc là, j'ai l'air encore plus vieux. Mais ça signifie en tout cas que je veux baser mon propos sur une histoire, sur un déroulé qui est une brève histoire de l'informatique qui nous emmène d'un ordinateur qui occupe un étage complet dans les années 60 et qui maintenant, pour la même puissance, occupe un petit bout de branche de lunettes ou de cube de plexiglas quand il est dans des Google Glass. Donc voilà, ça s'est passé très vite, c'est une brève histoire de l'informatique. Et cette brève histoire de l'informatique, on en connaît un volet qu'on décrit le plus souvent par l'Internet des objets, par les wearables et par tous ces objets qui sont le fruit d'une créativité absolument incroyable de partout, en France, ailleurs, qu'on voit en particulier dans les grands salons internationaux. Je ne vous parlerai pas du CES, Olivier Ezrati va faire ça très très bien tout à l'heure. Mais il y a véritablement une créativité sans borne, mais qui s'appuie avant tout sur l'objet. Et on en trouve dans des domaines très variés, tout se connecte, et puis il y a des choses qui sont au fur et à mesure farfelues. Ça, c'était un peu l'année dernière, les brosses à dents connectées, des choses qui permettent d'aller déterminer si vous avez bu trop et votre haleine montre que vous ne pouvez pas conduire une voiture. Bref, toute une série de choses qui sont en train d'exploser. Alors nous, on avait l'habitude chez Orange de les ranger dans des catégories, de les tester une par une. Et puis on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. On en est arrivé à 400, 500 slides et on a arrêté de tout tester. On en teste beaucoup moins parce qu'il y en a trop. Il y a une trop forte créativité. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais il y a des choses qui partent dans tous les sens. Et puis d'une certaine manière, tous ces objets-là sont... on peut essayer toutes les catégorisations. Chez Strategy Analytics, ils les déterminent, ces catégories, par l'endroit où les objets s'accrochent. Donc vous avez des objets de tête, de bracelets, de poignets, etc., etc. Et puis tout ça, c'est en train de nous recréer quelque chose que les plus âgés connaissent bien, dont ils se souviennent. C'est une sorte de nouvel homme bionique, l'homme qui valait 3 milliards. Vous observez que l'homme dans cette version-là avait un prix et qu'on n'osait pas donner de prix pour la femme, qui était au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc on crée une sorte d'homme augmenté, de créature un peu bionique. Et puis au fur et à mesure, ce qui se passe dans l'objet est en train de se désincarner. Et on constate, quand on parle du tissu et du vêtement connecté, fondamentalement, on est dans quelque chose où on passe du wearable à l'invisible, c'est-à-dire à l'objet qui va devenir complètement immersif et invisible et qu'on ne va plus regarder en tant que tel. Donc ça nous donne un premier indice sur l'importance de l'objet. C'est qu'il a sans doute, c'est mon premier élément de prédiction, il va avoir tendance à disparaître un peu dans tous les domaines. Ensuite, on s'aperçoit que l'objet n'est pas forcément objet, il peut être aussi interface. C'est le cas quand vous essayez de piloter un skateboard par la pensée. Alors lui, il a une catégorie à part, il est dans la catégorie des objets qui vous rapprochent de l'hôpital, normalement. Mais la particularité de cet objet, c'est qu'il n'a pas d'autre fonction que de permettre l'utilisation d'autres objets. C'est le cas de tous ceux qui transforment les influx cérébraux, nerveux, etc. dans du mouvement. Et donc ça nous donne des choses qui permettent aussi, quand on parle de téléprésence, d'être dans une dimension de nouvelle interface. Je peux être présent, j'aurais pu aujourd'hui utiliser Ubi et avoir Ubi qui venait sur scène pour vous présenter quelque chose. Ça aurait été peut-être moins bien que moi, vous le direz à la fin, mais c'était déjà un peu moi, et c'était déjà pour moi l'occasion d'être un peu présent sans y être tout à fait. Donc on a toute une dimension d'interface qui sont au-delà de l'objet utilitaire, et ce qui est vrai pour l'être humain est en train de se diffuser absolument partout. Et quand la voiture devient smart, devient connectée, devient intelligente, elle le fait aussi bien souvent, non pas parce que le constructeur a bien travaillé, mais parce qu'on va aller y mettre un petit wearable de voiture qui est le petit dongle qui va prendre toutes les données et transformer cette voiture en un élément d'un écosystème beaucoup plus large de services où on va tout savoir sur le fonctionnement de la voiture et pouvoir permettre aux objets d'interagir. L'objet qui interagit, c'est la voiture qui décide, alors qu'elle est garée avenue Bosquet dehors, de payer le parc-mètre parce qu'elle voit que je ne reviens pas. Et donc on commence à rentrer dans des scénarios qui sont assez intéressants.
Et puis pour rendre hommage à l'inventeur d'un des premiers objets connectés, Rafi Aladjian, qui disait qu'il commençait par connecter les lapins, puis ensuite il connectera tout le reste. C'est ce qu'il essaye de faire quand il apporte non pas la babouchka que vous voyez en haut, qui n'est pas l'objet, mais qui est la passerelle, mais l'objet que vous voyez en bas, les petits cookies, qui sont finalement un élément qui permet de rendre n'importe quel objet connecté. Donc on a une commodisation prévu et potentiel de l'objet. Malgré tout ce qu'on peut dire sur le business des objets connectés, on essaye, nous, de créer des représentations graphiques un peu innovantes pour montrer le torrent de chiffres qu'on a un petit peu partout. Tout le monde s'accorde à une seule chose, c'est-à-dire que ça va être gros, ça va être énorme. Mais il devient intéressant de se demander qu'est-ce qui va être énorme. Parce que quand on regarde uniquement le marché des objets, c'est pas si énorme. Marché des objets, le marché de la connectivité, c'est quelque chose, mais on se rend compte qu'il y a sans doute autre chose qui va être bien plus important, qui est fondamentalement l'impact sur l'économie. Et cet impact sur l'économie, il a une source, il a sans doute un seul gisement de valeur, c'est celui qui est autour de la donnée, puisque c'est le point commun de tous ces objets, c'est de produire de la donnée. Et cette donnée, elle permet, quand on s'intéresse par exemple au domaine du bien-être, de rentrer dans un triptyque qui est ce que je peux mesurer, je peux le savoir, ce que je peux savoir, je peux l'améliorer. Ce que j'ai essayé de faire là depuis 5 ans, moi j'ai travaillé non pas sur mon poids et mes calories, ça me prendra plus de 5 ans, mais j'ai travaillé sur mon sommeil. Et en travaillant sur mon sommeil, j'ai essayé de comprendre si j'étais un meilleur être humain en dormant 4 heures par nuit ou en en dormant 7. Bon, la nuit dernière, j'en ai dormi que 5, j'ai un peu triché, donc mon débit de parole est un peu plus rapide, je suis plus nerveux, mais j'ai pu expérimenter cette notion de changement de comportement. Et ce changement de comportement, pour moi, en termes là aussi de prédiction, c'est la véritable killing app de cet Internet des objets. C'est la capacité à entraîner, quel que soit le domaine, et par l'utilisation de la donnée et des objets, un changement de comportement des êtres humains, dans leur style de conduite, dans leur comportement de tous les jours. Et c'est ça qui peut être, à mon sens, un vrai gisement de valeur. Alors, c'est ce qui fait dire à certains, les assureurs en particulier, que la data, la donnée serait un nouveau pétrole. C'est probablement vrai qu'on va rentrer dans un tsunami et dans un phénomène global de mise en données du monde, avec un Internet des objets qui part dans toutes les dimensions, dans tous les sens, qui s'intéresse aussi bien au suivi des colis qu'au suivi de la personne. Et chacune des tranches que vous voyez ici, ça n'est qu'une micro-dimension de l'Internet des objets, mais c'est en soi probablement un énorme business. Et puis, les données ne font qu'augmenter. Le rythme de doublement des données, aujourd'hui, c'est tous les 14 mois. Et la moitié de ces données proviennent de l'Internet des objets. Donc face à ça, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le podium final de cette belle compétition va ressembler à ça? Ce qui est bien souvent le cas. Donc c'est sympathique. Alors les commentateurs disent que les Français ont une magnifique 4e place, mais c'est pas très intéressant d'être toujours 4e, 5e ou 6e. Et même si on est très copains avec les 3 Américaines qui ont gagné, on se demande si l'Europe va pas rester plutôt comme ça. Et encore une fois, être sympathique, parce que les bovidés sont sympathiques, mais qu'on regarde encore une fois passer le train. Celui-là, ça sera le train du big data et de l'Internet des objets. Donc ça nous impose de réagir aussi par rapport à la donnée, parce que cette donnée qu'on accumule aujourd'hui, si on se contente d'accumuler sans rien en faire, sans donner du sens, ça donne ça. Ça donne une dimension dans laquelle on ne trouve pas de chemin et le consommateur, l'utilisateur, l'individu ne sait pas où aller. Parce que fondamentalement, un magasin de gadgets, un magasin d'objets connectés, ça ressemble à ça. Si on ne fait pas rentrer le gadget dans le quotidien, il tombe dans un tiroir, dans une boîte à chaussures, et même si la vendeuse est sympathique, on n'en fait pas grand-chose. Et puis parce que dès qu'on touche à un quelconque élément de la donnée, on est fondamentalement sur une problématique de sécurité, de vie privée, qu'on entend gérer d'une certaine manière. Et on n'a pas, on peut le dire, même si les continents se rapprochent, on n'a pas du tout la même approche entre ce côté-ci de l'Atlantique et l'autre côté. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes choses, et on entend ici le gérer d'une certaine façon. Donc tout ça, ça nous amène en fait, ça nous a amené nous Orange comme première chose à prendre une charte qui est là pour garantir un certain nombre de principes et d'éléments pour nos clients sur la sécurité, sur le contrôle, sur la transparence d'utilisation des données, à rappeler que l'objet n'est que la partie émergée de l'iceberg et à essayer fondamentalement d'y faire quelque chose, et ce quelque chose c'est DataVenu. Vous pourrez trouver toutes les informations là-dessus sur notre site. DataVenu, c'est une plateforme qui est là pour faire 5 choses et uniquement 5: collecter, stocker, sécuriser, agréger
et exposer des données dans un écosystème naissant avec des partenaires. Et ces partenaires, ces premiers partenaires avec lesquels on travaille, on essaye de développer un certain nombre de cas dans tout un ensemble de dimensions autour de l'Internet des objets, avec pour but non seulement de faire du business, de transformer un certain nombre de business, d'industrie, de services, et puis d'essayer un petit peu de rendre le monde un peu meilleur, et pourquoi pas demain de réussir à faire comme on faisait il y a fort longtemps dans Star Trek, d'être capable de connaître tout de suite l'état de santé de quelqu'un avec un petit appareil comme un tricoder. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrice. Est-ce que tu as un conseil justement pour nos différents participants ce matin pour l'année 2015? On a parlé beaucoup de prédictions, mais on a parlé de mobile et autres. Et qu'est-ce que tu pourrais partager un petit peu le sujet de focus pour toi? Moi, je pense qu'il y a toujours beaucoup de bénéfices dans le fait de tester soi-même. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, tous ces objets connectés qui sont partout, prenez-les, emmenez-les dans votre quotidien et regardez, critiquez leurs défauts et voyez ce qui vous manque. Il naîtra toujours le service ou ce qui emmènera vous et aussi vos clients dans un quotidien. Et sur le quotidien, appelez-nous l'écosystème français et européen. On a intérêt à le construire ensemble. Passer du wait and see au test and learn. Absolument. Merci beaucoup, merci Patrice. Vincent. À très vite. Et merci effectivement Orange pour son soutien.